Voilà. On en a encore 3 minutes à disposition. Oui. Je disais à M. Biva, avant que vous ne vous connectiez, M. l'ambassadeur, qu'on a 66 inscriptions. Les gens vont se connecter au fur et à mesure. Donc, on a annoncé la manifestation pour 14 heures, mais on aura certainement des retardataires qui vont se connecter par la suite. Et on a une demande de la Société royale belge de leur mettre à disposition l'enregistrement. Ce que nous allons faire en publiant l'ensemble de l'événement et la présentation PowerPoint de M. Clément comme document à part sur les sites de l'université. On a beaucoup de visites par la suite. Pour ceux qui n'ont pas réussi ou qui ne réussissent pas à se connecter à nos événements directs, on a des visites ultérieures et donc nos enregistrements sont également très suivis. Voilà. Au niveau, pardon, au niveau pratique, est-ce qu'il y a des choses que j'ai ratées pour ce qui en est du déroulement? Non, juste pour reprendre brièvement, je vais ouvrir la manifestation, je vais saluer les partenaires et les orateurs, je vais annoncer le programme et on va directement commencer par le message d'Andrea Pickers qui ne pourra pas être là en direct autour du panel et qui s'adresse à travers un message enregistré. Et par la suite, je vais vous présenter et vous donner la parole, Monsieur l'ambassadeur, et je ferai de même avec chaque orateur en lui faisant un bref portrait et ensuite en l'invitant à intervenir. Et durant l'ensemble de la conférence, on va prendre les questions du public qui seront exprimées par écrit dans le chat. Et lorsqu'on arrivera à la fin de la session de questions-réponses, nous, on va donner lecture ou on va synthétiser les questions qui se sont égrenées au fur et à mesure de la conférence. On n'aura pas une interférence directe avec le public pour pouvoir bien maîtriser le temps. Oui, ok. Voilà. Je comprends. Merci. Je vous en prie. Sonia, je pense qu'on pourra commencer. Oui, c'est bon. C'est bon. Très bien. C'est bon, on peut commencer dans ce cas. Hop là, c'est bon. Normal, j'ai regardé sur mon ordi, c'est bon. Tout va bien. Très bien. Donc, on commence. Excellences, chers orateurs, mesdames et messieurs, au nom de l'Europe Directe de l'Université de Luxembourg et de ses partenaires, je vous souhaite la bienvenue à la manifestation en ligne intitulée L'Union économique belgo-luxembourgeoise, leçons du passé, perspectives d'avenir. En effet, l'Union économique belgo-luxembourgeoise est centenaire. Elle a été conclue le 25 juillet 1921 et complétée par la suite par un volet financier et monétaire et par un régime commercial commun. Les dispositions de l'UEBL évoluent suite à l'entrée en vigueur de la Communauté économique européenne et du Benelux, et ça s'est passé en 1963. Et en 2002, la Convention est renouvelée sous une forme enrichie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour une coopération politique et administrative renforcée, notamment en matière de justice, de citoyenneté, de la santé, des synergies transfrontalières dans la grande région, ainsi que pour la concertation au sein de l'Union européenne. Durant un siècle, la Belgique et le Luxembourg ont abouti à un partenariat solide, ponctué de certaines difficultés et de tensions, mais approfondi et renouvelé au fil des années. Le centenaire de l'UEBL a lieu dans un contexte grand régional et européen émaillé de défis et d'incertitudes sans précédent, mais ce moment invite au débat, à la réflexion sur les enseignements du passé, le bilan actuel et les perspectives d'avenir de cette union. Je tiens à remercier nos partenaires d'aujourd'hui, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research,
le LISER, le ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg, l'ambassade de Belgique au Luxembourg et le Luxembourg Center for Contemporary and Digital History. Et tout particulièrement, je tiens à remercier les orateurs qui nous honorent de leur contribution à cet événement, que je citerai par ordre alphabétique. Monsieur André Beaver, directeur adjoint au ministère des Affaires étrangères et européennes, Dr. Franz Clément, chercheur au LISER, professeur Andreas Vickers, directeur du Luxembourg Center for Contemporary and Digital History, C2DH, et son Excellence, Monsieur Thomas Lambert, ambassadeur de Belgique au Grand-Duché de Luxembourg. Sans plus tarder, on va projeter le mot de bienvenue prononcé par professeur Andreas Vickers, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Un petit instant. Chers collègues, mesdames, messieurs, en raison d'engagements professionnels qui me réclament ailleurs, je ne peux être avec vous qu'à travers ce message par lequel, au nom du Center for Contemporary and Digital History, le CDDH, et en mon nom personnel, en tant que Belge germanophone, qui a grandi à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise seulement, c'est-à-dire à Saint-Lys, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui marque le centenaire de l'Union économique belgeo-luxembourgeoise et, dans un sens plus profond, le partenariat entre les deux pays. Partageant un destin commun à travers l'histoire, les Belges et les Luxembourgeois ont tissé un véritable esprit de communauté qui a fait émerger une Europe sans frontières. L'Université du Luxembourg et le CDDH illustrent parfaitement cet esprit par les relations qu'ils cultivent avec la Belgique. Nous accueillons environ 450 ressortissants belges pour la formation universitaire et doctorale, ainsi que 150 chercheurs et collaborateurs. En même temps, nous développons des partenariats avec les universités de Liège, de Namur, de Mons, et nous collaborons à plus d'une trentaine de projets scientifiques avec des institutions belges telles que l'Université libre de Bruxelles, la catholique Universiteit Leuven, l'Université de Gand, l'Université de Hasselt et bien d'autres. Je voudrais mentionner tout particulièrement l'exposition virtuelle 100 Years of East Belgium, 100 ans de la communauté germanophone de la Belgique, réalisée par le CDDH en partenariat avec le gouvernement de la communauté germanophone de la Belgique, et dont l'idée et le concept furent déjà présentés le 16 octobre 2019 lors de la visite d'État du roi et de la reine des Belges, ainsi que des premiers ministres belges au Luxembourg. Ou encore la série de publications Grenzerfahrungen et les multiples manifestations d'histoire publique organisées par le CDDH en collaboration avec le Zentrum für Ostbelgische Geschichte à Eupen, notamment la série de podcasts sur le 100e anniversaire de l'intégration des cantons d'Eupen et Malmedy dans l'État belge après la Première Guerre mondiale, que j'ai réalisé avec mon collègue Christophe Brun l'année dernière. Je suis persuadé qu'au-delà de la coopération traditionnelle, les Belges et les Luxembourgeois, surtout les jeunes générations, seront apportés, grâce à leur esprit critique et à leur liberté de penser, les bonnes réponses pour plus de démocratie, plus de solidarité et plus de partage dans la grande région et en Europe. L'histoire nous montre à quel point c'est important et la crise actuelle l'exige. Je vous souhaite un débat fructueux, et je vous remercie de votre attention. Merci.
On remercie le professeur Vickers pour ses mots à l'occasion de ce centenaire. Et avant d'inviter Monsieur l'ambassadeur Thomas Lambert à prononcer l'allocution d'ouverture, je voudrais esquisser brièvement son portrait. Monsieur Thomas Lambert est juriste et diplomate de carrière. Après ses missions au sein de la représentation permanente de la Belgique auprès des Nations Unies à New York, puis auprès celle de l'Organisation mondiale pour le commerce à Genève, il exerce la fonction de négociateur fédéral pour le 7e programme cadre pour la recherche et l'innovation au sein de la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne. Il sera par la suite représentant permanent adjoint au sein de la représentation permanente de la Belgique auprès des Nations Unies, ainsi qu'ambassadeur suppléant au sein de l'ambassade de Belgique auprès des États-Unis. Depuis septembre 2017, il exerce ses fonctions d'ambassadeur au sein du service public fédéral des affaires étrangères à Bruxelles. J'invite maintenant son Excellence, Monsieur Thomas Lambert, ambassadeur de Belgique, à prononcer l'allocution d'ouverture de cet événement. Merci, merci beaucoup. Lieve Fren, lieve collegen en participanten, chers amis, collègues et participants. C'est véritablement un grand plaisir pour moi de pouvoir introduire ce webinaire et pour moi le thème est unique et important. Personnellement, je ne connais pas d'équivalent politique ni diplomatique en Europe d'un traité tel que le nôtre, le traité sur l'UEBL qui nous lie depuis maintenant presque 100 ans. Et pourtant, notre aventure commune a commencé comme un, si j'ose dire, comme un simple mariage de raison. Le Zollverein s'écroule, la France ne veut pas savoir à l'époque d'une union douanière et la Belgique le veut, mais de justesse. Mais ce mariage de raison qui a commencé en 1921 a quand même évolué au fil des temps vers un mariage de cœur. Et je le dis, je le décris comme cela de ma pleine conviction, même si, comme dans tout bon mariage, on a eu, on a et on aura ce que j'appelle des défis. Et je m'explique. Au tout début de cette union, il nous fallait juste, comme je disais, une union douanière qui avait pour but d'accroître nos relations économiques et commerciales avec un volet monétaire qui s'y est ajouté. Les années 30 ont vu un renforcement de quelques aspects fiscaux, financiers. Beaucoup plus tard, dans les années 60, on a commencé à synchroniser cet instrument avec les nouvelles réalités venant de la communauté économique européenne, le Benelux. Et vous vous rappellerez que le traité, au tout début, avait une durée de vie prévue de 50 ans. Et donc, en 1971, on aurait pu dire ah ben, c'était bien, le traité prend fin. Mais on a choisi de ne pas le faire. On a continué la relation qui, entre-temps, a pris une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus générale. Et j'estime que c'est aussi cela qui a donné toute sa flexibilité, cette force à notre coopération bilatérale à travers donc ce traité. Car ce traité, il faut l'admettre, a quand même survécu, entre guillemets, d'importants changements qui auraient pu mettre fin à ce traité. Notez, jugez donc vous-même, il y a eu l'émergence après-guerre du Benelux, le Benelux économique qui en 2008 a reçu un volet politique. Le traité a survécu aussi à toute l'intégration européenne et notez surtout l'introduction de l'euro. Notre traité avait un volet monétaire et avec l'introduction de l'euro, le traité UEBL aurait pu
perdre toute raison d'être. L'essor de la grande région, qui implique aussi la Belgique, c'est aussi un fait que le traité UEBL a dû digérer, si je peux m'exprimer ainsi. Et surtout, au sein de la Belgique même, l'État belge a subi pendant des décennies plusieurs réformes de l'État. Alors, ces réformes de l'État, c'est probablement même pas encore fini. Et donc, j'estime que le fil rouge, le ciment, toute la solidité du traité UEBL vient d'une culture partagée, une culture de pragmatisme politique, économique, qui sont issus de nos profils belges, luxembourgeois, qui sont multiculturels, multilingues. Et je pense qu'on a ajouté à cela une sauce d'intérêt propre bien définie, mais surtout aussi une sauce d'analyse lucide de nos poids respectifs au sein d'une Europe plus intégrée, et même la globalisation des années 80, 90 jusqu'à présent. Et donc, le traité a quand même illustré une grande flexibilité et un grand soutien de part et d'autre du côté belge et du côté luxembourgeois. N'y a-t-il donc pas de problème? Mais si, bien sûr, il y a des problèmes, ils existent, mais ils n'ont jamais été insurmontables. Et je vous donne 3 exemples de problèmes qui sont actuels, qui persistent, mais qui ne seront jamais insurmontables. Tout d'abord, le traité UEBL n'est pas encore entièrement adapté aux dernières évolutions des réformes de l'État en Belgique. Et une des conséquences est que les relations du Luxembourg et de la Belgique, qui sont très intenses, ne sont pas toujours aussi intenses avec toutes les composantes belges. Et je pense que là, à cause de cela, on trouve quand même des opportunités manquées que nous devrons saisir dans les années, la décennie qui vient. C'est un premier problème que je pose, un défi, si vous voulez. Et puis, deuxièmement, si on dit que, j'aime bien personnellement l'expression, que le traité UEBL est un peu le canif suisse de la coopération belgo-luxembourgeoise, comment est-il alors possible que en 2020, lors de la première vague de la pandémie, on a vu introduire par la Belgique, je l'admets, des restrictions pour la zone frontalière qui se sont quand même fait sentir. Comment se fait-il que le traité UEBL n'a pas pu adoucir, mieux canaliser les premières réactions suite à une pandémie à conséquences peu connues, voire même inconnues? Et puis dernièrement, jusqu'il y a peu de temps, et cela se cadre aussi dans le contexte du Covid-19, à Bruxelles, il n'y avait pas toujours une très bonne connaissance de l'importance de la réalité transfrontalière avec le Grand-Duché. Je pense qu'entre-temps, on a pu appliquer des corrections, mais c'était quand même spécial de faire ce constat-là. Donc, voici quelques aspects qui demanderont encore du travail. Mais à la lumière du parcours que nos deux pays ont déjà fait ensemble, je suis quand même très confiant que nos deux pays ont un bel avenir commun devant eux. Et du moins pour moi, l'avenir compte même plus que le passé. Donc, je peux conclure mon intervention sur une note très positive et très optimiste. Et maintenant, pour vraiment conclure, je dirais au boulot, préparons le 2e centenaire. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour vos mots pleins d'encouragement et d'espoir. Je dois encore ajouter, si vous le permettez, que cette synergie belgo-luxembourgeoise a permis dans l'histoire à plusieurs reprises à sortir l'Europe de l'impasse. Si on se réfère seulement au compromis de Luxembourg ou encore au fait que l'Union économique et monétaire a émergé de cette union monétaire belgo-luxembourgeoise par les idées que beaucoup de personnalités, d'intellectuels, mais aussi de politiques ont mis au service de l'Europe. On ne peut qu'espérer que les relations belgo-luxembourgeoises apporteront leur pierre à l'édifice pour le deuxième centenaire aussi. Avant de poursuivre notre programme, je vais inviter ma collègue Sonia Golini d'expliquer aux participants comment poser des questions parce que on vous invite, mesdames et messieurs qui assistez à cette conférence, à poser des questions afin que les orateurs puissent revenir à la fin dans la section des discussions et des débats. Sonia? Oui, so wait just a moment. I will let you this. Better this one. Yes, so during the webinar, if you want to ask a question, you can just write your question to the host and the panelist. For this, you just have to go to the Q&R, Q&R or Q&A, it depends, panel on the right of the screen, and then you send it to the host or all panelists, your question. We will answer to all the questions at the end of the main presentation, and that's all, I think. Yes, I think it's all this. So it's easy, just end the panel on the right. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris que les questions pourront être adressées en anglais, comme en allemand, comme en luxembourgeois, et nos orateurs vont répondre à la fin. Pour poursuivre le programme, je vais inviter le suivant orateur à prendre la parole. Il s'agit de M. Franz Clément qui va présenter son exposé intitulé « Un siècle de coopération belgo-luxembourgeoise ». Monsieur Franz Clément a une formation de base en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain et est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sociologie du travail à l'Université Nancy II. Il est également docteur en sociologie, diplômé du Conservatoire national des arts et des métiers à Paris. Il est actuellement chercheur en sciences sociales au Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, le LISER, et il est l'auteur de nombreuses recherches et publications sur le dialogue social au Luxembourg et dans la grande région, ainsi que sur les travailleurs frontaliers dans ce même espace. Monsieur Franz Clément, je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup, Elena. Excellence, mesdames et messieurs, bonjour, merci bien. Eh bien, je vais en effet, durant une demi-heure, tenter de vous retracer véritablement, en quelque sorte, quelles ont été, plus ou moins, je vais dire, les relations de coopération entre la Belgique et le Luxembourg depuis un siècle, non seulement au sein de l'UEBL, mais j'aurai l'occasion, vous allez le constater, de déborder un petit peu du cadre de l'UEBL pour vous montrer finalement, je vais dire, des choses qui, sans s'y raccrocher directement, ont à voir avec les coopérations belgo-luxembourgeoises. Alors, sans même que nous nous soyons concertés avant, Monsieur l'ambassadeur, dans son exposé, a véritablement déjà posé les jalons de l'exposé que je vais faire, et je vais reprendre les éléments qu'il a mentionnés pour pouvoir ensuite, tout doucement, les approfondir dans le cadre de cet exposé. Alors, nous allons donc regarder déjà le slide suivant. La coopération belgo-luxembourgeoise, eh bien, elle est très ancienne. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette photo que l'on peut trouver sur Internet d'une délégation économique entre les deux pays qui s'était réunie à Bruxelles en avril 1935. C'est à titre de simple illustration. Et je voudrais ensuite vous donner, et c'est plutôt ça qui va, je vais dire, jalonner l'exposé que je vais vous faire, je vais vous donner certaines grandes dates de l'UEBL et de la coopération belgo-luxembourgeoise sur lesquelles je vais revenir parce que ces dates ont généralement généré des progrès, des évolutions, voire parfois
des problèmes dans ces relations. Ce sera surtout le cas, on le verra, en 1982 où s'est produit un événement particulier. Mais remontons aux sources si vous voulez bien. Tout d'abord, il faut quand même bien dire une chose. L'UEBL, c'est-à-dire une union économique entre, dans ce cas présent, deux États, n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau sur le plan des idées, sur le plan de la conception. Si on voulait remonter beaucoup plus loin, on pourrait dire au Moyen-Âge existait par exemple déjà la Ligue hanséatique, c'est-à-dire cette association de ports commerciaux importants de la mer du Nord et de la mer Baltique. Mais si on revient dans un passé un petit peu plus récent, et monsieur l'ambassadeur en a parlé il y a un instant, c'est vrai que le Grand-Duché a été membre du Zollverein. Et le Zollverein, c'était quoi? C'était une union, justement, une union douanière, une union commerciale entre des États allemands, des États de l'Allemagne qui alors étaient à l'époque encore en construction, qu'on ne connaissait pas sous son aspect actuel. L'Allemagne à l'époque, c'était, je vais dire, le royaume de Prusse, qui était l'initiateur du Zollverein, mais aussi une multitude de principautés, de duchés, de petits royaumes, etc., qui finalement se sont assemblés pour former l'Allemagne. En 1842, le Grand-Duché, qui est indépendant depuis très peu de temps, 1839, donc 3 ans avant, va décider, sans être membre de cette Allemagne en construction, de rejoindre le Zollverein. Pour quelle raison? Pour une raison qui va être, pour ainsi dire, identique à celle pour laquelle en 1921, il va conclure avec la Belgique l'UEBL. En gros, le but du Zollverein, c'était de créer un genre de marché intérieur unique où il y avait une harmonisation de règles fiscales, de règles économiques, et le Luxembourg à l'époque était un petit pays trop jeune en quelque sorte, trop peu puissant sur le plan économique et qui, pour assurer son développement, avait le besoin en quelque sorte de s'allier à quelque chose de plus grand qui se trouvait à ses frontières. Je dois vous dire d'ailleurs que, par exemple, l'Alsace-Lorraine, qui a été annexée, vous le savez très bien, va être membre du Zollverein de 1871 à 1918. Le Grand-Duché va donc se trouver dans cette union douanière jusqu'en 1918. Je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi 1918, tout le monde aura bien évidemment compris. Et ensuite, avec la reconstruction qui va se dégager à la fin de la Première Guerre mondiale, va se poser, ou je vais plutôt dire, va se reposer pour le Grand-Duché la question de savoir comment va-t-on s'en sortir économiquement en étant si petit en Europe et en ayant relativement peu de débouchés. Eh bien, ce sera par l'UEBL, c'est-à-dire la conclusion de l'Union économique et monétaire avec la Belgique en 1921. Qu'est-ce qui a permis d'arriver à l'UEBL? Monsieur l'ambassadeur en a touché un mot tout à l'heure. Tout cela est à remettre dans le contexte d'une très vaste négociation qui était menée entre la France, la Belgique et même le Luxembourg, qui n'était pas facile. La France et la Belgique elles-mêmes essayaient de se trouver, je vais dire, des espèces d'union économique. La question du Luxembourg intervenait dedans, mais je vais vous passer les détails. Et finalement, je vais dire, à force de voir les choses un petit peu capotées à ses frontières, c'est, comme M. Lambert l'a dit tout à l'heure, un mariage de raison qui va se faire entre le Luxembourg et la Belgique à partir de 1921, en quelque sorte. Le Luxembourg a donc un marché domestique beaucoup trop réduit pour avoir une économie suffisamment performante. Il a toujours besoin, en quelque sorte, d'espace économique plus vaste. Mais tout ceci, je vais dire, va poser également une question, non seulement pour le Luxembourg, mais également pour la Belgique et plus tard pour tous les pays qui sont aujourd'hui dans l'Union européenne. C'est le fait qu'adhérer à des structures comme l'UEBL ou comme l'Union européenne aujourd'hui, ça pose naturellement la question de l'abandon volontaire de prérogatives qui sont du ressort de la souveraineté nationale des États. En quelque sorte, lorsque vous décidez encore aujourd'hui d'adhérer à l'Union européenne, vous acceptez finalement, je veux dire, qu'une partie de vos prérogatives ne soit plus gérée chez vous,
mais à d'autres niveaux. Et c'est ce qui arrive naturellement lorsque l'on crée des unions comme celle-là. Et le Luxembourg en était bien évidemment conscient, mais il était tellement tributaire de la donne internationale aussi qu'il ne pouvait faire autrement. La Belgique n'était pas en meilleur état non plus à la sortie, je dois dire, de la Première Guerre mondiale. Autrement dit, des entités trop petites n'étaient pas viables économiquement et finalement, je vais dire, l'UEBL a été une manière, finalement, je vais dire, de réaliser un genre de succès économique néanmoins malgré tout. Ce qui va se passer légèrement plus tard, et ceci n'est pas incompatible avec cela, c'est que légèrement plus tard, en 1944, alors que nous sommes encore avant que ne soit signé l'armistice de 1945, il y a un troisième compagnon qui va rejoindre la Belgique et le Luxembourg, ce sont les Pays-Bas. C'est-à-dire qu'en pleine guerre, alors que cette guerre n'est pas achevée, mais qu'on sent que le vent a tout doucement tourné, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg vont décider de réaliser entre eux quelque chose qui ressemble très fortement à ce que l'UEBL avait été un petit peu moins de 25 ans plus tard. C'est-à-dire que les gouvernements qui se trouvent alors en exil vont décider au mois de septembre 1944 de créer finalement ce qui va devenir le Benelux, où les frontières économiques vont être levées, où les monnaies vont connaître une parité fixe en quelque sorte, où on va assister à une suppression du droit des douanes aux frontières communes, à la fixation également de taxes communes pour des marchandises qui viennent de l'extérieur. Et finalement, je vais dire, c'est surtout à partir de 1948 que cette union Benelux va trouver à réellement fonctionner. Autrement dit, on va se trouver ici dans une situation où les deux petits pays vont aller rejoindre un troisième petit pays d'Europe pour essayer d'être à nouveau plus forts ensemble. Et monsieur l'ambassadeur le disait tout à l'heure, l'Union Benelux, tout comme l'UEBL, existe toujours aujourd'hui, des années après, sans qu'il y ait incompatibilité avec les structures et les institutions de l'Union européenne dans l'état où elle se trouve actuellement. Et d'ailleurs, il y a une chose extrêmement intéressante, c'est qu'en 1957, lorsque va vraiment être mis sur les fonds baptismaux les prémices de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne par la signature du traité de Rome, on avait déjà envisagé ce cas de figure où des unions plus petites se trouveraient finalement prises dans des ensembles plus grands. Et regardez d'ailleurs au slide suivant comment on avait fait pour aller rédiger l'article 233 du traité de Rome. On a inscrit ceci: les dispositions du présent traité ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, on parle donc ici de l'UEBL, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, on parle du Benelux, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application du présent traité. Autrement dit, l'article 233 du traité de Rome, il dit à ces petites unions que sont l'UEBL et le Benelux, continuez d'exister, vous le pouvez, vous avez toujours une plus-value, vu que vous ne pourrez peut-être pas vous-même atteindre des choses que nous pourrons atteindre via le traité de Rome et la mise en place progressive de la CECA, puisque vous savez que le Benelux avait été rejoint alors par la France, l'Italie et l'Allemagne. Et d'ailleurs, ce sont justement les délégations des pays du Benelux qui ont demandé l'insertion de cet article 233 dans le traité de Rome. Et au slide suivant, vous allez voir d'ailleurs l'exposé des motifs du projet de la loi luxembourgeoise qui portait approbation du traité, qui est, on ne saurait plus clair à ce niveau-là. Il dit ceci: l'article 233, inséré sur proposition des délégations belges, luxembourgeoises et néerlandaises, sauvegarde le maintien et le développement. Ça veut dire, en quelque sorte, qu'on prend ce qui est acquis, mais on se donne le droit encore de continuer à développer. Donc, sauvegarde le maintien et le développement de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du Benelux dans le marché commun, puisque c'est comme ça qu'on appelait l'ancêtre de l'Union européenne. Et regardez ce que dit le commentaire. En effet, il est apparu parfaitement compatible avec celui-ci que des unions économiques plus poussées
puisse subsister entre certains pays au sein de la plus grande communauté économique européenne. Et au slide suivant, vous avez la deuxième partie de cet exposé des motifs, qui est on ne peut plus clair aussi. Ces unions restreintes ne perdront leur utilité pratique qu'au moment où le marché commun aura atteint dans chacun des domaines de la coopération économique le degré d'intégration d'ores et déjà réalisé au sein de l'UEBL et du Benelux. Et alors, regardez la toute dernière phrase, je la trouve absolument succulente parce qu'elle préjuge un petit peu de l'avenir. Autant dire que ces unions régionales garderont pendant de longues années encore une importance vitale pour les pays intéressés. Ce qui voulait dire finalement, je vais dire que dès 1957, on se dit l'Europe c'est très très bien, mais il est fort possible qu'on n'aboutisse pas forcément à tout. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui en 2021, l'UEBL et le Benelux existent toujours avec l'Union européenne en parallèle. Donc, voilà en quelque sorte, je vais dire, dans quelle grande configuration on se trouve. Nous sommes au traité de Rome. Les choses vont donc continuer à se développer entre les deux pays. Et au slide suivant, nous allons voir quelles sont en quelque sorte différentes autres étapes de l'UEBL. Tout d'abord, en 1958, Monsieur l'ambassadeur y a fait allusion tout à l'heure, il y a eu une première renégociation d'envergure, je vais dire, de l'UEBL, dans lesquelles on a signé, je vais dire, avec mise en application 5 ans plus tard, en 1963, des nouveaux protocoles pour l'UEBL. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais sachez qu'il y en a surtout eu un qui était relatif dans ces 3 protocoles à l'association monétaire, parce que la révision, elle avait permis finalement de mettre à jour des textes qui étaient un petit peu disparates, je vais dire, entre les deux pays, pour former un ensemble cohérent concernant l'association monétaire, puisque vous le savez, nous avons tous connu ça ici dans la région jusqu'à l'arrivée de l'euro. On pouvait indistinctement payer en francs belges au Luxembourg et en francs luxembourgeois en Belgique, vu la parité qui existait entre les monnaies à l'époque. Et alors, finalement, je vais dire, il y avait eu aussi, dans le développement de l'UEBL depuis 1921, quelques petits problèmes qui s'étaient posés, et je voudrais vous en donner un qui va sans doute vous faire sourire. Parce qu'aujourd'hui, on rigolerait de ce genre de choses, mais à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement sérieux. Il y avait eu, par exemple, on avait décidé, dans le cadre de l'UEBL, qu'il y aurait un genre de communauté des recettes en ce qui concerne les droits d'accise perçus sur les alcools. Et alors, je veux dire, en vertu de cette convention, eh bien, les recettes nettes des droits d'accise sur les alcools étaient partagées à raison de 18/19e pour la Belgique et de 1/19e pour le Luxembourg. Pourquoi? Parce qu'on avait proportionnalisé en fonction de la population des deux États en quelque sorte. Et puis alors, on s'est rendu compte à un moment donné, je vais dire que cela posait éventuellement certains problèmes dans la répartition, parce qu'on avait remarqué que la consommation de ces produits, en quelque sorte, augmentait plus vite au Grand-Duché qu'en Belgique à l'époque. Mais alors, vous allez voir par après, ça va être exactement le contraire, ce qui fait, je vais dire, qu'il y avait une clé de répartition qui avait été instituée, qui, à cause de l'évolution de la situation, finissait par défavoriser le Grand-Duché. C'est un exemple, je vais dire, de petits accrochages qui ont eu lieu comme ça entre les deux, mais qui en tout cas ont conduit à des nouveaux protocoles et même, je vais dire, surtout, un peu plus tard, à un tout nouveau protocole qui a été signé le 27 octobre 1971, essentiellement pour régler cette problématique. Et puis, comme, je vais dire, ça ne se réglait pas forcément, et je vous le disais, ça fait un petit peu sourire quand on se repense dans le passé aujourd'hui. En 1975, on a commencé à négocier quelque chose qui va arriver
je veux dire de façon effective, en 1977, qui sera l'instauration de ce que l'on appelle la compensation Martelange. Alors pourquoi? Eh bien du nom de Martelange, qui est donc cette cité bien connue, à cheval sur la Belgique et le Luxembourg. J'ai le grand plaisir d'ailleurs d'y habiter depuis pas mal d'années. Et c'est, comme vous le savez, une localité qui est égrenée de stations-service, de magasins d'alcool et de parfums essentiellement. Et là, c'était la Belgique qui s'était rendu compte cette fois-ci du phénomène plus ou moins, je vais dire, inverse du passé, puisque le constat, c'était que si même les achats se faisaient du côté luxembourgeois de Martelange, la plus grande consommation des produits achetés en territoire luxembourgeois se faisait quant à elle cette fois-ci du côté belge. Et c'est pour ça, en quelque sorte, que la Belgique a obtenu du Luxembourg l'instauration d'une compensation Martelange avec une rétrocession, à nouveau, je vais dire, des droits d'accise, mais qui cette fois-ci était en faveur de la Belgique plutôt que du Luxembourg. Il faut dire à l'époque aussi qu'à cette période-là, quand on commence à négocier la compensation Martelange, la Belgique se trouve, je vais dire, dans une dynamique très différente du Grand-Duché. Elle commence à connaître d'énormes problèmes de déficit public qui ne vont d'ailleurs qu'aller en s'accentuant dans les années 80 et finalement, je vais dire, la Belgique nécessite et demande finalement, je vais dire, des moyens un petit peu supplémentaires pour insérer dans son système économique pour faire face aux dépenses publiques. Donc, autrement dit, la compensation Martelange, elle avait un petit peu rétabli les choses, si l'on veut, mais elle avait surtout voulu profiter fiscalement parlant à la Belgique. Et puis, je vais passer les détails de la compensation Martelange. On va arriver à 1982, où là, je dois dire, on va connaître sans doute l'accrochage historique et le plus sérieux, le plus grave qui va se passer entre la Belgique et le Grand-Duché. Que se passe-t-il? Je vous le disais il y a un instant, la Belgique a un déficit public énorme à l'époque. Nous sommes au début des gouvernements que l'on appelle Martensgol, où il s'agit en quelque sorte d'essayer d'éponger tant qu'on le peut le déficit public. Durant un week-end du mois de février 1982, le gouvernement belge va prendre, après de longues semaines de négociations, je tiens quand même à le dire, va prendre la décision secrète de dévaloriser le franc belge de 12% au sein du système monétaire européen pour pouvoir essayer de relancer la machine économique belge. Le problème, c'est que, comme je vous l'expliquais il y a un instant, et comme vous le savez, les deux pays sont étroitement liés à l'intérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, avec une monnaie qui est paritaire entre les deux pays. Le problème, c'est que pour des raisons de discrétion, pour que ça ne se sache pas, pour que la surprise soit totale, le gouvernement belge n'a prévenu ni sa propre banque nationale, ni surtout le gouvernement luxembourgeois, ce qui va conduire vraiment à un gros incident diplomatique entre les deux pays. Et pour mieux l'illustrer, je voudrais vous montrer au slide suivant l'extrait qui a été écrit par un livre de l'ancien Premier ministre belge Wilfried Martens, Paroles données, qui est paru en 1985. C'était un petit peu des genres de mémoire, mais qu'il a beaucoup complété par après avec Mémoire pour mon pays. Et alors, quand il revient sur cet incident, le Premier ministre Martens dit ceci: « Nous voulions évidemment informer le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, avec qui nous sommes liés monétairement. Nous avons examiné le problème longuement, mais nous avons reculé devant le danger des indiscrétions. Une fuite aurait signifié une catastrophe nationale et nous n'avons donc averti la Banque nationale et le Luxembourg que très tardivement, dans le courant du week-end, nos deux interlocuteurs étaient furieux, à juste titre, c'est-à-dire le gouverneur de la Banque nationale belge et le Premier ministre luxembourgeois de l'époque qui était Pierre Werner. Et Wilfried Martens ajoute d'ailleurs que les interlocuteurs étaient furieux à juste titre et au téléphone,
Pierre Werner me l'a clairement fait comprendre. Donc ça, je dois dire, ça reste en quelque sorte l'incident majeur au sein de l'histoire de l'UEBL entre les deux pays. Finalement, le franc belge va être dévalorisé de 8,5% à l'intérieur du système monétaire européen. C'est ce qui a été concédé par les partenaires au sein de ce système à l'époque. Alors, je vais dire, le temps passe, et nous allons regarder au slide suivant, il y a à nouveau quelques dates qui vont être importantes. Tout d'abord, je vais dire 1993-1995, on va mettre en place progressivement l'État fédéral en Belgique. Monsieur l'ambassadeur en parlait tout à l'heure, ça reste aujourd'hui l'une des difficultés de savoir avec qui, par exemple, le Luxembourg doit-il traiter, puisque finalement, je vais dire, les régions et les communautés, depuis la fédéralisation de l'État belge, disposent également d'un pouvoir de négociation internationale à travers cette constitution. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les entités fédérées belges sont des partenaires privilégiés au sein de l'UEBL. Alors, ce pays devient un État fédéral et puis vont arriver, je vais dire, diverses choses qu'on ne doit plus forcément toujours situer dans le cadre tout à fait sensu stricto de l'UEBL. Mais par exemple, cette fameuse compensation Martelange, qui aura duré pratiquement 25 ans, va finir par disparaître en 2002 lorsque les deux gouvernements vont mettre en place ce que l'on a appelé le Fonds des frontaliers, qui existe toujours aujourd'hui, qui est pour le moment en pleine remise en question. On appelle ça le Fonds des frontaliers Juncker-Reinders. Pourquoi? Parce qu'au Luxembourg, Jean-Claude Juncker était à la fois Premier ministre et ministre des Finances à l'époque, et Didier Reynders, ministre des Finances en Belgique, il est aujourd'hui commissaire européen. Et ce fonds des frontaliers, il consiste en quelque sorte en ceci: les travailleurs frontaliers belges, donc qui sont domiciliés en Belgique, qui travaillent au Grand-Duché, payent leurs impôts au Luxembourg. Autrement dit, ils ne les payent pas en Belgique, ce qui fait un manque à gagner pour la Belgique qui redistribue une partie, je vais dire, de l'impôt au développement de certaines régions et notamment de certaines communes. Mais comme ces frontaliers se trouvent dans des communes où le taux de travailleurs frontaliers parmi la population active est extrêmement élevé, cette manne financière n'arrive plus dans ces communes. Si je prends les 5 communes de l'arrondissement d'Arlon, Aubange, Messancy, Arlon, Attert, Martelange, dans chacune de ces 5 communes, plus de 50% de la population active travaille au Grand-Duché et paye donc ses impôts. C'est pour cela que l'on avait renégocié à l'époque une rétrocession d'une partie de ces impôts qui étaient payés par les Belges au Grand-Duché. Et donc, en quelque sorte, le Grand-Duché, ou plutôt, je veux dire, Luxembourg, renvoie à Bruxelles une partie de cet impôt, et ensuite c'est Bruxelles qui se débrouille en interne pour restituer ceci, en gros, hein, j'abrège, je veux dire en proportion, essentiellement en proportion du nombre de frontaliers qui se trouvent dans les communes belges, essentiellement en province de Luxembourg et dans la communauté germanophone de Belgique, puisque c'est là que ces frontaliers vont, en gros, je veux dire, résider. 20 ans plus tard, pratiquement, en 21, vous l'avez peut-être lu dans la presse, on est aujourd'hui en renégociation. Mais on ne sait pas beaucoup de choses sur cette négociation. On sait qu'il va y avoir effectivement un changement dans le fond des frontaliers, mais on ne sait pas lequel, pour la simple et bonne raison, je veux dire, que les négociations sont toujours en cours maintenant, mais tout laisse supposer que d'ici la fin de l'année, nous connaîtrons le résultat de ces débats. Alors cela n'empêche pas, naturellement, je vais dire, les deux pays de continuer à vivre ensemble. Chacun se souvient certainement de 2019, qui a été quand même une année importante, marquée par la visite d'État de Philippe et Mathilde au Luxembourg au mois d'octobre. Et j'en profite peut-être pour annoncer aussi donc que le 7 juillet prochain, mais je pense que M. André Beaver, qui va me succéder pour prendre la parole, nous confirmera la date, doit être organisée une manifestation officielle entre les deux gouvernements à ce sujet. J'en profite peut-être déjà pour vous annoncer aussi que le 6 octobre, cette fois-ci, le LISER organisera avec d'autres partenaires, notamment l'ambassade
l'ambassade de Belgique au Luxembourg un colloque sur les 100 ans de l'UEBL qui se déroulera à Martelange et Rombach, qui est la partie luxembourgeoise de Martelange. Donc la journée sera coupée en deux pour avoir lieu sur les deux territoires. Ça, c'était, je vais dire, en gros pour l'UEBL. Je voudrais terminer l'exposé d'aujourd'hui dans le temps qui m'est imparti, parce que je vois quand même que l'heure est en train de tourner, pour vous dire que si l'intitulé était « 100 années de collaboration entre les deux pays », la collaboration entre la Belgique et le Luxembourg ne se limite pas à l'UEBL. L'UEBL existe toujours. Aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur le disait d'ailleurs tout à l'heure, bien évidemment, je vais dire, elle ne fonctionne sans doute plus avec la même acuité que du temps où il y avait le franc belge et le franc luxembourgeois, mais elle existe toujours dans le domaine pour lequel elle avait été instituée, de la même manière que le Benelux existe toujours. Et on ne saurait croire à quel point, je vais dire, ces petites entités peuvent parfois avoir un poids. Je voudrais donner un seul exemple avant de parler des autres collaborations entre la Belgique et le Grand-Duché. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte, si vous connaissez un petit peu la problématique frontalière, qu'avec la crise du Covid-19, on a plus ou moins étendu jusqu'au 30 juin prochain les possibilités pour les travailleurs frontaliers de travailler en télétravail chez eux à la maison. Les Belges en Belgique, les Français en France, les Allemands en Allemagne. Pourquoi? À cause naturellement du Covid. Mais normalement, tout ceci a des implications fiscales, c'est-à-dire que normalement, si les frontaliers vont payer leurs impôts au Luxembourg, s'ils avaient une autre activité professionnelle dans leur pays de résidence, il faudrait qu'il y ait un genre de partage des impôts qu'ils vont payer. Mais pour favoriser le télétravail, avant l'épidémie de Covid, le Luxembourg a signé 3 conventions avec ses voisins qui vont autoriser les ressortissants de ces pays à continuer à travailler chez eux en télétravail tout en restant sous l'égide du système fiscal luxembourgeois. Les Allemands peuvent travailler 19 jours par an, les Belges 24 jours, les Français 29 jours chez eux dans leur pays, tout en étant soumis à la fiscalité luxembourgeoise. Si maintenant le plafond est dépassé, il y a à ce moment-là un dû vis-à-vis du fisc de l'État dans lequel il réside. Eh bien, la semaine dernière, il y a 5 jours d'ici, très exactement, le Parlement Benelux, pour vous dire que ces petites institutions ont encore, je vais dire, un certain pouvoir aujourd'hui, le Parlement Benelux a adopté une recommandation pour demander une uniformisation du nombre de jours qui étaient accordés à ces travailleurs frontaliers au Luxembourg. Donc, on va voir ce que ça va donner, les développements qui vont avoir lieu dans les mois qui viennent à cause de l'épidémie du Covid. Mais ceci montre, par un simple exemple, même si ce n'est qu'une recommandation, que des petites entités qui paraissent anciennes, voire dépassées par les faits, ont encore aujourd'hui un mot à dire et peut-être même un fameux rôle à jouer. Ce n'est qu'un exemple. Avec le slide suivant, je termine rapidement mon exposé pour ne pas trop empiéter. Je voudrais vous dire qu'en dehors de l'UEBL, la Belgique et le Luxembourg assurent entre elles d'autres types de coopération. Il y a par exemple une coopération militaire et policière. La coopération policière, eh bien, par exemple, vous avez aujourd'hui des policiers luxembourgeois qui sont admis à réaliser des opérations de police sur le territoire belge et vice-versa. Il y a un accord Benelux en la matière aussi. Donc tout ceci est possible grâce, encore une fois, à ces petites entités qui ont conclu des accords entre elles pour essayer de favoriser certains types de coopération. Il y a une importante coopération militaire que l'on ignore parfois entre la Belgique et le Luxembourg et qui est très ancienne. Par exemple, du temps de l'ancienne colonie belge du Congo, c'est-à-dire jusqu'avant le début des années 60, vous aviez des coopérants luxembourgeois qui se trouvaient au Congo. Et encore aujourd'hui, la Belgique et le Luxembourg coopèrent dans les matières militaires. Par exemple, récemment, il y a eu du matériel qui a fait l'objet d'achats. Ce sont des hélicoptères et des avions, si mes souvenirs sont bons, qui ont été achetés en commun par les deux pays. Les deux pays participent et réalisent des manœuvres en commun également, font souvent des échanges dans les pratiques militaires qu'ils peuvent avoir entre eux.
Il y a aussi une importante coopération culturelle qui est beaucoup renforcée d'ailleurs par l'Union européenne à travers les projets Interreg. Et par exemple, je vais citer qu'un seul exemple, dans la vallée de la Tertre, qu'elle soit belge ou luxembourgeoise, existe depuis plusieurs années ce que l'on appelle le festival Musique dans la vallée, qui permet, avec l'attribution et le cofinancement de fonds européens, de réaliser une proximité culturelle entre les deux pays à travers le domaine de la musique. Et alors, avec le tout dernier slide, je vais en terminer et arriver vraiment à la conclusion de l'exposé aujourd'hui. C'est une photo naturellement de la visite d'État du mois d'octobre 2019 où on voit le roi Philippe, la reine Mathilde et le grand-duc de Luxembourg. La grande-duchesse n'avait pas pu être là parce qu'elle était souffrante, qui se trouve ici à l'abbaye de Neumünster où ils ont assisté à une séance académique en présence des autorités des deux pays. Donc, pour conclure ce que je vous ai dit aujourd'hui, et l'UEBL existe depuis 100 ans. L'UEBL, je vais dire, est né d'un besoin essentiel de deux petits pays qui sortaient abîmés par la guerre, de renforcer leur unité, de la même manière que ce besoin s'est revérifié à l'autre guerre plus tard avec la conclusion du Benelux, que ceci a marché, je vais dire, plus ou moins correctement, même si on ne doit pas exclure certains incidents qui sont survenus et qui ont entraîné des renégociations au jour le jour. Mais ce qui est important surtout à retenir, je pense, aujourd'hui, c'est que malgré, je vais dire, le passé, malgré l'évolution de la société, malgré le développement de l'Union européenne et surtout malgré l'arrivée de la monnaie unique, ce genre de petites alliances comme l'UEBL sont toujours en vie aujourd'hui. Elles n'ont plus la même nature qu'au début, mais elles sont toujours là et elles continuent à œuvrer pour le bien-être de collaboration entre les deux pays. Je vous remercie pour votre bonne attention. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Clément, de cet très intéressant exposé qui passe en revue toutes ces étapes historiques durant lesquelles ce mariage de raison est devenu une véritable communauté de destin et un partenariat très fort aujourd'hui projeté vers l'avenir. Justement, pour parler du présent et de l'avenir, je vais inviter à prendre la parole Monsieur André Bivard, directeur adjoint au ministère des Affaires étrangères et européen du Grand-Duché de Luxembourg. Permettez-moi de vous dire que M. Bivard est titulaire d'un master en relations internationales de Sciences Po à Paris et d'une maîtrise d'histoire à l'Université Paris 4 Sorbonne. Il a également travaillé à la représentation permanente du Luxembourg auprès des Nations Unies à Genève, mais aussi au sein de la représentation permanente du Luxembourg auprès de l'Union européenne. Il a également travaillé au sein des ambassades du Luxembourg en Inde et au Nicaragua. Depuis le 1er septembre 2019, il est directeur adjoint au sein de la Direction des Affaires européennes et des Relations économiques internationales du ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg. Monsieur Bivard, la parole est à vous pour nous éclairer sur le bilan actuel et les regards d'avenir au sujet de l'UEBL. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez, qu'il n'y a pas de problème technique. En tout cas, chers organisateurs, chers participants, mesdames, messieurs, je vous remercie pour l'invitation à ce webinaire. Donc, je n'ai plus besoin de me présenter, vous pouvez me présenter. Juste peut-être pour préciser que dans mes charges actuelles, mes fonctions actuelles de directeur adjoint au ministère des Affaires étrangères, je suis plus particulièrement chargé des relations bilatérales avec les pays européens et donc également des relations bilatérales avec la Belgique. Donc, comme il est entre-temps bien connu, l'UEBL fêtera cette année-ci le centenaire de son existence. L'UEBL est aujourd'hui le plus vieux forum de collaboration et qui existe toujours avec nos pays voisins. C'est donc vraiment un excellent moment de célébrer la solidité de l'amitié entre nos deux pays. C'est aussi un excellent moment pour réfléchir ensemble sur le bilan de ce partenariat ainsi que sur son avenir. Donc, ce webinaire de l'Université de Luxembourg s'inscrit très bien dans le contexte de ce centenaire que les deux gouvernements s'apprêtent également à fêter. Donc, sans trop répéter ce qui a déjà été dit par les interlocuteurs précédents, les intervenants précédents, je vais essayer de faire une sorte de tour d'horizon des principaux aspects de cette UEBL en insistant sur les raisons de son succès
et sur sa valeur ajoutée que l'UEBL a su préserver au fil des décennies, et ce jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, on me demande aussi de traiter les défis de l'avenir. Cela requiert bien sûr une certaine prudence parce que les relations internationales sont imprévisibles. Néanmoins, et c'est ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'on peut tout à fait identifier à partir de l'expérience des dernières décennies un certain nombre de sujets et de défis qui sans aucun doute continueront à occuper l'UEBL à l'avenir. En d'autres mots, le regard prospectif qu'il est possible, avec prudence, de faire découle logiquement aussi du bilan actuel des défis que se posent dans cette relation entre nos deux pays. Donc tout d'abord, on a déjà vu, ça a été amplement dit que l'UEBL permet aujourd'hui de traiter un grand nombre de sujets, mais peut-être revenons quand même à la base de tout. Et en se posant la question, mais c'est quoi l'UEBL stricto sensu d'un point de vue juridique et institutionnel? Il y a divers aspects de cette union économique, selon le texte de base de la Convention. À la base, cela a toujours été, cela reste tout d'abord une union douanière et une union en matière d'accise. Cette union vise également à garantir la libre circulation des personnes, des marchandises et des services. Les deux gouvernements visent à coordonner leur politique économique. Ils mettent en œuvre une politique commerciale commune vers l'extérieur. Et jusqu'au lancement de l'euro, l'UEBL prévoyait aussi une association monétaire entre les deux pays avec un franc belge et un franc luxembourgeois en parité. Alors, un mot peut-être sur le fonctionnement institutionnel de cette union économique belgo-luxembourgeoise. C'est un fonctionnement très très léger. L'UBM n'est pas une organisation internationale classique, mais c'est une union économique un peu sui generis qui résulte d'un traité bilatéral. L'UBL fonctionne sur un mode purement intergouvernemental. Il n'y a pas d'institution supranationale comme le connaît l'Union européenne, par exemple. La prise de décision se fait toujours par consensus entre les deux gouvernements. Alors, au niveau politique, la Convention UBL prévoit un comité des ministres belgo-luxembourgeois. Dans les faits, depuis 2004, les deux gouvernements se réunissent aujourd'hui plutôt en conseil commun. Ce sont des réunions qu'on appelle réunions Geichel. D'autre part, au niveau des fonctionnaires, c'est là que se joue la véritable cheville ouvrière, probablement on peut le dire, de l'UBL. Et la particularité, c'est que tout ça se joue au niveau des fonctionnaires nationaux, dont la mission principale reste la fonction nationale. Il n'y a pas de fonction publique de l'UBL, il n'y a rien de tel. On reste toujours dans une collaboration entre fonctionnaires. Donc, le principal rouage de ce fonctionnement, c'est la commission administrative belgo-luxembourgeoise, la CABEL, comme on l'appelle, qui est donc composée des fonctionnaires des différents ministères des deux gouvernements. Elle se réunit en principe 2 fois par an et on y traite tous les sujets qui touchent aux relations bilatérales. D'autre part, il existe un autre groupe non moins important dans le domaine des douanes et des accises. C'est le Conseil des douanes, qui est également composé des fonctionnaires et qui se réunit jusqu'à 4 fois par an. Alors, je ne vais pas revenir sur la naissance de cette union économique. Monsieur l'ambassadeur, ainsi que Monsieur Clément, vous êtes amplement assisté sur le fait que l'UBL est né en 1921 plus de la nécessité que de l'enthousiasme. On a souvent utilisé l'image de... Il s'agissait plutôt d'un mariage de raison qui ensuite est devenu, heureusement, et je le confirme, un mariage de cœur. Pourtant, malgré le fait que c'était un mariage de raison, l'UBL rapidement fait ses preuves à tel point que la substance de la Convention n'ont jamais été fondamentalement remis en cause jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le bilan est positif. Alors, comment l'expliquer? Tout d'abord, le bilan économique était quand même très positif pour les deux économies. Côté luxembourgeois, l'UEBL a répondu à un besoin tout à fait fondamental pour un petit pays, mais en fait pour tout pays du monde, probablement, c'est d'insérer son économie dans un complexe économique un peu plus étendu. C'était crucial pour un pays de notre taille, bien entendu. C'était aussi crucial, par exemple, pour les entreprises luxembourgeoises d'avoir accès aux mers, aux marchés mondiaux à travers, par exemple, le port d'Anvers. Aujourd'hui, ça semble une évidence. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et aujourd'hui encore, le port d'Anvers reste le principal port pour nos entreprises pour pouvoir exporter. Les entreprises luxembourgeoises ont profité sûrement de la reconnaissance du front belge comme une monnaie au niveau international. Et côté Belgique, on s'y est sans doute retrouvé aussi. Évidemment, là, je parle sous le contrôle de l'ambassadeur de Belgique. Mais en tout cas, ce qu'on peut lire dans les analyses historiques, c'est que le Luxembourg a longtemps fourni une contribution non négligeable à la balance des paiements de l'UEBL, qui serait même de l'ordre de 25% du solde positif, donc ce qui a contribué aussi à la stabilité du franc belge.
Aujourd'hui encore, l'UEBL continue à servir dans le domaine économique et je vais y revenir un peu plus tard. En tout cas, une autre raison du succès de l'UEBL jusqu'à aujourd'hui, c'est un modèle de coopération qui a réussi. Alors que pourtant, les deux pays sont inégaux tout de même en taille. C'est assez évident. Et il y a là une claire évolution qui mérite d'être relevée. En 1921, l'UEBL prévoyait officiellement un pouvoir de commandement, c'était l'expression utilisée, qui revenait à la Belgique. Aujourd'hui, cela semble inimaginable, mais pendant longtemps, effectivement, les textes légaux étaient préparés au niveau national par la Belgique, puis simplement repris par le Grand-Duché dans son droit interne. Progressivement, cette relation s'est rééquilibrée. Aujourd'hui, le Luxembourg continue toujours à constamment insister d'être consulté et associé directement en tant que partenaire égal dans toutes les actions. Donc, il y a là un clair rééquilibrage. Mais même en ce qui concerne l'avenir, cela reste un défi constant pour le Luxembourg, qui est, objectivement parlant, nettement plus petit que la Belgique. La Belgique, sûrement, a quand même aussi trouvé son compte dans cette UEBL. Hein. L'UEBL lui a permis de renforcer sa stature au niveau international, parce que même la Belgique reste un pays d'une taille relativement raisonnable, disons. Globalement, il faut aussi dire dans cette relation que la Belgique n'a pas trop abusé de sa position de pays plus grand. Les relations que les deux partenaires étaient et sont satisfaisantes. Et même, ces relations sont particulièrement cordiales. Hein. Cela se reflète d'ailleurs aussi dans les relations interpersonnelles. Je pense que la grande majorité de nos fonctionnaires peuvent en témoigner. C'est aussi du fait de se retrouver dans une UBL, de se voir très régulièrement, qu'il y a des interactions humaines, qu'on se connaît mieux, des interactions humaines plus intenses. Ainsi que, bien sûr, aussi une analyse souvent très proche des grandes problématiques, par exemple en ce qui concerne les dossiers européens. Donc, je pense que beaucoup de fonctionnaires peuvent témoigner de cette ambiance de travail particulièrement proche avec leurs collègues belges, y compris, par exemple, dans les groupes de travail du Conseil de l'Union européenne. Cela se voit assez souvent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de couac. M. Clément a exposé en détail le plus grand couac, à savoir la dévaluation du franc belge en 1982. Donc, il y a eu des doléances luxembourgeoises, mais il faut relativiser. Là, s'il est permis de reprendre une analyse faite par l'historien Gilbert Trausch, qui m'a semblé très intéressant, quelque part, on peut penser que dans toute union que le Grand-Duché conclut, il est forcément le plus petit partenaire, par sa taille. Mais il y a tout de même une échelle de grandeur. Donc avec la Belgique, le Luxembourg a sûrement pu garder son poids relatif. Quand on compare cela à l'époque du Zollverein, le Luxembourg n'avait pas du tout droit au chapitre. Donc l'UBL était aussi une sorte d'émancipation. On peut aussi, et Gilbert Trausch se demander ce qui serait arrivé si le Luxembourg se serait uni économiquement à la France en 1921 plutôt qu'à la Belgique. Il n'est pas sûr que le Luxembourg aurait eu un grand poids face à un pays autrement plus grand tel que la France. Donc, Gilbert Trausch se demande, de manière générale, si dans la longue durée, l'intérêt du plus petit partenaire ne serait pas peut-être d'entrer en union avec le voisin le moins fort et donc en principe le plus respectueux de sa souveraineté. Je ne vais pas juger moi-même sur cette question, mais c'est un sujet sûrement intéressant pour débattre dans un cadre académique, et vu que je m'adresse ici dans un cercle aussi composé d'étudiants, je me suis permis de faire l'observation. Un autre facteur du succès de l'UBL, c'est sûrement le fait qu'elle a toujours su s'adapter aux nouvelles réalités. La construction européenne, bien sûr, est un défi majeur pour l'UBL. En théorie, on peut penser, ça a déjà été dit par les autres intervenants, que l'application progressive des règles du marché commun met en cause la raison d'être même de l'UBL. Or, les objectifs de l'UBL n'étaient pas contraires à la construction européenne. D'ailleurs, l'UBL avait pendant longtemps encore une sorte de longueur d'avance par rapport à l'intégration européenne, mais cette longueur d'avance s'est quand même rétrécie au fil des années, jusqu'au moment où l'unique avance qui existait encore en matière d'association monétaire disparaissait aussi avec l'euro. Donc, voilà, on a pu se demander, mais est-ce que l'UBL n'a pas fait son temps? Est-ce qu'elle ne pourrait pas simplement se dissoudre dans un ensemble européen plus vaste? En fait, non, c'est tout le contraire qui se passe. Les deux gouvernements continuent à toujours vouloir adapter l'UBL aux réalités, adapter les textes de la Convention s'il le faut. On a toujours pu éviter un texte trop rigide, on a toujours su garder un esprit de spontanéité au fil des décennies et jusqu'à aujourd'hui. En 2002 a été signée la dernière convention UEBL, donc après la mise en place de l'euro,
Et cette convention maintient sa focalisation sur l'économique, mais tout en étant accompagnée d'une déclaration solennelle où les deux pays expriment leur intention d'entamer une coopération politique et administrative dans tous les domaines mutuels dépassant l'économique. C'est tout à fait important, et d'ailleurs aujourd'hui, cela se reflète dans les ordres du jour de Declaration, par exemple, donc des réunions entre les gouvernements, mais aussi de la commission administrative belgo-luxembourgeoise. On y trouve vraiment toute la panoplie de nos intérêts bilatéraux. Cela touche au dossier de l'Union européenne, cela peut toucher aux défis au Sahel, de nos coopérations en développement, par exemple, cela peut toucher à des desiderata de l'une des parties, par exemple le Luxembourg qui espère une fermeture des centrales nucléaires de Doel et de Tihange en Afrique. Cela touche à la coopération dans le domaine militaire. Bref, c'est vraiment beaucoup de sujets qui sont touchés. J'ai presque oublié, et c'est quand même important, la fameuse ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bruxelles. C'est aussi un sujet, bien entendu, qui régulièrement revient aux ordres du jour. Plus généralement, je pense que, et monsieur l'ambassadeur, vous l'avez mentionné, un sujet crucial et qui restera crucial aussi à l'avenir, sans doute, ce sont les sujets liés aux flux transfrontaliers. Tout simplement, cela reflète une nouvelle réalité qui se renforce de plus en plus, à savoir l'énorme interdépendance qui existe entre les régions frontalières et aussi le fait que Luxembourg accueille presque 50 000 frontaliers belges chaque jour avec une tendance croissante. Donc ce sont pour le Luxembourg des sujets devenus tout à fait vitaux et il est important pour nous aussi de sensibiliser Bruxelles à ces sujets. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais peut-être on peut mentionner des sujets aussi d'urgence qui se posent bien entendu. La gestion de la crise Corona en était un, l'UVL, et monsieur l'ambassadeur, vous l'avez mentionné, l'UVL en principe prévoit la libre circulation, mais l'UVL en fait a connu les mêmes débats que l'Europe entière, parce que l'Union européenne, elle aussi, prévoit la libre circulation. Donc le débat, c'était est-ce qu'il faut sacrifier cette libre circulation pour combattre la pandémie? Les réponses de chaque pays n'étaient pas forcément les mêmes. Le Luxembourg s'est toujours engagé pour la libre circulation. Du moins au début de la crise, il y avait peut-être là un certain différent avec la Belgique. Et pourtant, il faut relever que dans notre partenariat bilatéral, ce différend a pu être surmonté de manière assez pragmatique. Tout d'abord, le pragmatisme des règles belges qui, en pratique, ont posé moins de problèmes en général que à certaines autres frontières. On a aussi créé un comité mixte bilatéral. Pour quel point on est assez rapide à créer de nouvelles enceintes de consultation s'il le faut. On a aussi rapidement trouvé des solutions pragmatiques pour permettre le télétravail à plus long terme. Donc, cela requis, par exemple, une adaptation des seuils en matière de fiscalité de la sécurité sociale pour permettre un certain nombre de journées en télétravail à partir de son domicile. Donc, bref, chaque crise a du positif et pour l'UEBL, cette crise-ci, sûrement, va entraîner une prise de conscience peut-être encore plus grande des enjeux énormes qui découlent de cette interdépendance de nos régions frontalières. Alors bon, avec toute cette panoplie à laquelle les discussions au sein de l'UPL touchent, donc on y parle de tout, on peut se poser la question, le fameux E dans le mot UBL, le fameux E qui pour économie, est-ce qu'il est devenu superflu? Peut-être, mais je ne dirais pas. Il faut vraiment se nuancer un tel propos. L'UBL reste aujourd'hui encore un cadre de coopération très pointu en matière économique et permettez-moi rapidement d'en parler. Tout d'abord, l'UBL reste une union douanière et taxis qui fonctionne. Les recettes douanières et taxis sont mises en commun au sein de l'UBL, puis elles sont redistribuées sous la supervision du Conseil des douanes selon une clé de répartition. Cela entraîne beaucoup de négociations, cela entraîne aussi certains ajustements. Et c'est donc dans ce contexte particulier de l'UBL qu'il faut voir la clause martelange dont a parlé M. Clément. Il y a aussi les accords bilatéraux de protection des investissements qui ont traditionnellement été négociés avec les pays tiers par la Belgique pour le compte de l'UBL. Une centaine de tels accords avec les pays tiers existent, c'est tout à fait important. Ils sont peut-être méconnus pour le grand public, mais c'est important pour les entreprises qui sont actives dans les pays en développement, par exemple, parce qu'ainsi, ils reçoivent des garanties objectives pour leurs investissements, par exemple, face au risque d'expropriation ou face au risque d'être confrontés à des systèmes judiciaires nationaux de qualité illégale, disons.
Donc là, on conçoit à quel point ce genre de traités, de conventions qui sont conclus au nom de l'UEBL, à travers le monde, sont importants aussi pour le Luxembourg. Le Luxembourg qui a quand même aussi montré qu'il peut négocier ses propres accords avec des pays tiers sans passer par l'UEBL. On préfère l'UEBL, mais tout à fait capable aussi de faire nos propres accords. Et on essaye aujourd'hui et veut être associé très directement à la négociation de tel accord quand il y a des nouveaux qui sont en perspective. Je vois que le temps passe, donc permettez-moi d'avancer plus rapidement aussi au niveau des commissions mixtes qui existent entre l'UEBL et certains poids lourds de l'économie mondiale. Hein. C'est tout à fait important. La Russie, la Chine, l'Inde ont conclu avec l'UEBL des traités de coopération. Et dans le contexte, dans le cadre de ces traités, il y a des commissions mixtes en présence de délégués gouvernementaux, mais aussi en présence souvent d'entreprises du secteur privé. Donc, ce sont des forums de rencontres utiles pour nouer des contacts avec ces poids lourds de l'économie mondiale. Cela permet, c'est une vraie valeur ajoutée pour l'UEBL, hein, parce que en nouant ces contacts à deux, la Belgique et le Luxembourg ensemble, eh bien peut-être on a accès plus facilement à des niveaux élevés et aussi avec une périodicité plus élevée, un niveau élevé de décideurs dans des pays tiers. Une autre disposition qui mérite d'être relevée dans la Convention UEBL, c'est que là où le Luxembourg ne dispose pas de représentation diplomatique, eh bien, c'est la Belgique qui, selon la Convention UEBL, est chargée des défenses des intérêts luxembourgeois dans le domaine économique et commercial. Cela se traduit, par exemple, une assistance belge dans l'organisation de missions économiques, alors que le réseau luxembourgeois à travers le monde est plus limité. La même chose est vraie pour les relations, enfin l'assistance consulaire. Hein, la Belgique nous représente là où le Luxembourg ne dispose pas de représentation. Ceci dit, il arrive aussi que le Luxembourg ait une représentation là où la Belgique n'en a pas. Et là aussi, bien sûr, le Luxembourg assiste la Belgique. Donc, ce réseau diplomatique plus grand de la Belgique est bien sûr intéressant pour le Luxembourg. Il y a quand même des défis. Hein. La fédéralisation de la Belgique, par exemple, prévoit que la promotion du commerce extérieur relève maintenant des entités régionales. Donc, cela nous pose le défi pour nous de conclure aussi des traités avec les agences régionales de la Wallonie, de la Flandre, par exemple, pour nous représenter en cas de besoin à travers le monde. Ce qui m'amène au dernier point, c'est qu'il y a en termes de défis pour l'UEBL un défi tout à fait important, mentionné déjà par M. l'ambassadeur, c'est de s'adapter constamment aux nouvelles donnes constitutionnelles de la Belgique fédérale, hein, qui a donc transféré aux entités régionales des compétences qui auparavant se trouvaient uniquement à Bruxelles. Donc, pour tenir compte de ces évolutions, en 2002, les entités fédérales belges ont co-signé la Convention UEBL à côté du gouvernement fédéral. Ceci dit, les traditionnelles enceintes de consultation, que sont les niveaux ministériels, la commission administrative belge luxembourgeoise, restent quand même réservées en rencontre avec le gouvernement fédéral. Donc, pour le Luxembourg, il s'agissait bien sûr d'assurer d'avoir aussi des forums de coopération avec les entités fédérées. Et donc, le Luxembourg a conclu également avec celle-là une série d'accords de coopération qui se réfèrent à l'UEBL dans leur préambule. D'une certaine manière, on peut voir ces accords ensemble avec la Convention UEBL comme une sorte de tour organique pour servir de cadre aux relations entre les deux pays. Cette nécessité de renforcer les liens avec chacune des entités régionales prend quand même plus d'importance au fur et à mesure des aléas de la fédéralisation de la Belgique. Cela va sans doute constituer toujours un défi. Je pense aussi à l'importance pour le Luxembourg de continuer à soigner les liens avec une entité géographiquement plus éloignée, mais non moins importante, comme la Flandre, hein, et surtout en termes économiques. Bien sûr, il n'est pas toujours évité d'identifier bien l'interlocuteur correct sur chaque sujet. On y arrive quand même, hein, mais évidemment, cela requiert un certain effort supplémentaire. Et bien entendu, le Luxembourg veille aussi de toujours se tenir à l'écart d'éventuels débats de compétences qui peuvent exister parfois en Belgique dans différentes entités. En tout cas, ces efforts de outreach, ces efforts pour maintenir des liens directs avec les différentes entités fonctionnent. Mais oui, il faut dire aussi que, bien entendu, c'est un défi. Alors, j'en viens à la conclusion. Je pense que j'ai dépassé un peu le temps qui m'était imparti. Je pense que l'UEBL, vu du grand public, a peut-être mené une existence assez discrète, mais rien ne permet de conclure qu'elle serait obsolète. Et je fais ici l'écho de l'ambassadeur belge.
Oui, c'était un mariage de raison au début, qui est sûrement devenu un mariage de cœur. Sans doute le fait qui a contribué à cela et qu'on a eu un excellent contrat de mariage aussi. Ce contrat de mariage s'est matérialisé dans l'UEBL, dans la convention UEBL. Donc l'UEBL a su s'inventer, elle a su se réinventer et évoluer avec son temps pour fournir un cadre flexible de nos relations bilatérales, tant face à la construction européenne que face à la fédéralisation de la Belgique. L'intensité de ces relations a certainement de beaux jours devant elle, et sur cette note positive, on peut fêter cette année-ci le centenaire de l'UEBL. Ce sera sans doute l'occasion de nouvelles analyses sur la portée historique de cette convention, peut-être avec un certain recul, une approche horizontale qui manque peut-être parfois un peu aux fonctionnaires qui sont forcément absorbés par les dossiers quotidiens. Donc, je pense que cela donne aussi des perspectives intéressantes aux universitaires. Je le dis parce que c'est l'Université de Luxembourg qui organise cet événement-ci. Et donc, c'est aussi une raison de plus pour remercier l'Université de Luxembourg de m'avoir invité et d'avoir organisé ce séminaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Beaver, pour votre intervention et surtout pour avoir mis en évidence cette valeur ajoutée à long terme que l'UEBL apporte et les modalités pratiques dans la vie de tous les jours, aussi bien des Belges que des Luxembourgeois, que cette action se concrétise. Je voudrais ajouter à vos propos une petite remarque. Je crois que ce qui a fait que ce mariage de raison, devenu mariage de cœur et devenu par la suite un partenariat très proche a pu perdurer, c'est également cette culture de la négociation et du consensus qui était cultivé, qui est cultivé aussi bien au Luxembourg qu'en Belgique à long terme au niveau de la classe politique. Maintenant, permettez-moi d'ouvrir le débat avec une première question qui s'adresse à Monsieur Clément et qui est la suivante. Par rapport à la relation frontalière belgo-luxembourgeoise, je me demande quel est l'impact du Luxembourg dans les communes belges, par exemple à Arlon, qui semble devenir un dortoir pour les employés et ouvriers qui font chaque jour la route pour travailler au Grand-Duché. Y a-t-il des effets positifs, négatifs? Quels sont vos commentaires? Oui, alors là, c'est vrai qu'on se trouve, je vais dire, dans le cadre traditionnel des débats sur la grande région, du travail frontalier, etc. Personnellement, j'ai toujours été partisan d'une réponse brève à ce genre d'interrogation. C'est que on est dans une situation win-win, pardon, donc c'est-à-dire gagnant-gagnant. En gros, les Belges ont la chance d'avoir au Luxembourg, je vais dire, un emploi qui n'est pas disponible chez eux, parce que le Luxembourg a développé une politique économique depuis plusieurs décennies qui permet justement d'avoir ces emplois, c'est tout à fait exact. D'un autre côté, je vais dire, c'est vrai que l'argent qui est gagné par ces Belges au Luxembourg est globalement supérieur à celui des salaires belges, ce qui fait que quand il est rapatrié en Belgique, il peut rentrer dans le circuit économique belge et participer en quelque sorte au bien-être économique d'une région. À titre d'exemple, puisqu'on citait l'exemple d'Arlon, je tiens à vous dire qu'au niveau des niveaux de vie en région wallonne, l'arrondissement d'Arlon se trouve à égalité avec la province du Brabant wallon, c'est-à-dire l'arrondissement de Nivelles qui a toujours été considéré comme l'un des plus riches. Donc il y a cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, je vais dire, des aspects qui sont plus négatifs. Le coût de l'immobilier au Luxembourg, par exemple, a fait tache d'huile. Aujourd'hui, on voit bien, je vais dire, qu'il est beaucoup plus difficile d'acheter une maison à Arlon que c'était le cas il y a 10 ans ou il y a 20 ans, tellement les prix ont augmenté en raison de la proximité avec le Grand-Duché. Et il suffit de voir d'ailleurs l'axe de développement de la E411. On construit de plus en plus dans des localités le long de la E411 parce qu'elle mène au Luxembourg. Je prends le cas du village de Les Fossés, dans la commune de l'Église, par exemple, qui en est un excellent exemple. Donc c'est vrai, je vais dire, il y a une certaine valeur ajoutée, mais il peut y avoir certains problèmes aussi. Ça, c'est tout à fait exact, d'autant plus, je vais dire, que le problème majeur dans l'espace de la grande région, et notamment entre la Belgique et le Luxembourg, c'est bien évidemment la question de la mobilité. Une question dont on ne sort
véritablement pas. Hein. On essaye, je vais dire par des tas de moyens, d'essayer d'améliorer la mobilité. On a parlé du P+R de Viville, près d'Arlon. On parle maintenant, je vais dire, d'une aire de stationnement au poste frontière de Sterpenich. Il y a eu la construction de la nouvelle bande sur l'autoroute, etc. Bref, je vais dire, il y a des avantages d'un côté comme de l'autre de la frontière, et il y a des inconvénients. J'ajoute quand même une chose, c'est que c'est vrai que les dirigeants politiques du Grand-Duché ne manquent jamais une occasion de le signaler, c'est que les frontaliers, qu'ils soient belges, français ou allemands, participent grandement au développement économique du Luxembourg aussi. Hein. Donc vous voyez, c'est une opération, je vais dire, à géométrie variable, dans lequel il n'y a sans doute ni gagnant ni perdant, dans lesquels il y a certains avantages, mais il y a aussi certains inconvénients, c'est exact. Merci beaucoup. Une question pour tous les orateurs. Il n'y a pas actuellement trop de structures transfrontalières qui, in fine, traitent des mêmes questions. Par exemple, pour le Luxembourg, l'UEBL, la grande région, le Benelux, à ne pas évoquer le jeu ECT et autres structures. Peut-on affirmer qu'il y a ainsi une meilleure concordance des positions qui favorisent des solutions communes ou le risque des positions potentiellement antinomiques entre ces institutions? Donc, trop de structures transfrontalières et risque de positions antinomiques ou synergie. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur l'ambassadeur, vous voulez Oui, intervenir? oui, sans avoir pu faire des recherches, mais je sens quand même qu'il n'y a pas de contradiction et de conflit. Je le vois d'une autre perspective, dans la mesure où, je vous donne un exemple, où on essaye d'avancer par le biais du Benelux et que pour des raisons souvent politiques, ça reste quelque peu bloqué. Ah ben, le choix nous revient de prendre cet autre instrument et de voir si on peut avancer dans une dimension sur une plateforme UEBL, par exemple. Mais à ma connaissance, mais corrigez-moi, je vous en prie, à ma connaissance, il n'y a pas eu de blocage de part et d'autre entre ces institutions qui ont chacune leur raison d'être. Donc, vous savez, la force de la coopération politique Benelux et de l'UEBL et de la grande région, c'est quand même le pragmatisme, la flexibilité. Et donc, tant qu'on ne se fie pas trop sur des procédures rigides, des prises de décisions formelles et formalisées, tant qu'on ne fait pas ça, on peut, de façon très flexible, utiliser ces instruments qui sont à notre disposition. Donc, je ne vois pas de conflit. C'est probablement le contraire, dans la mesure où si l'un ne marche pas trop bien pour des raisons tout à fait pragmatiques, on peut se servir de l'autre instrument. Merci beaucoup. Il y a une autre intervention à ce sujet? Sinon, la suivante question traite de la collaboration policière entre agents belges et luxembourgeois. Est-ce que vous pouvez donner plus d'éléments sur l'initiation de cette collaboration et sur la manière dont elle se manifeste aujourd'hui? Oui, alors donc c'est une collaboration qui est instituée quand même déjà depuis plusieurs années, qui se fait entre la Belgique et le Luxembourg, mais également avec les Pays-Bas au niveau du Benelux. Donc en gros, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas, je vais dire en tête, un grand nombre d'exemples de cette collaboration, mais elle se fait par exemple dans des circonstances, je vais dire, dramatiques. Il y a eu ce cas il y a quelques années où visiblement une bijouterie avait été dévalisée à Luxembourg et les accords ont permis à la police luxembourgeoise de poursuivre les malfrats sur le territoire belge. Ça s'est d'ailleurs mal terminé, mais enfin bon. Mais je veux dire, ce sont des choses qui, du temps où les États avaient leur propre souveraineté, n'auraient pas été du domaine du possible.
possible. La police se serait arrêtée à la frontière. Il y a des contrôles qui sont menés, parfois, je vais dire, dans des régions géographiques de proximité par les deux polices. Il y a, par exemple, on a vécu ça dans le cas du Benelux, une visite de la reine, l'ancienne reine Béatrix des Pays-Bas qui était venue au Luxembourg, où on a vu des policiers néerlandais venir l'accompagner jusqu'au Grand-Duché. Et puis, il y a un bureau de liaison belgo-luxembourgeois qui est installé d'ailleurs à Luxembourg en matière de police pour favoriser également, je vais dire, les connexions entre les deux pays. Pourquoi? Parce qu'on passe très facilement, je vais dire, de l'un à l'autre. Et il y a donc une collaboration en matière policière qui a été renforcée ces dernières années. Je ne veux pas être trop long là-dessus, mais si vous allez sur Internet, sur un moteur de recherche, vous allez tomber là-dessus immédiatement. Et la personne qui nous a posé la question aura certainement tous les détails qui concernent cela. Merci beaucoup. Il y a un autre commentaire de M. Alain de Muser qui souhaite saluer tous les participants. M. de Muser est le secrétaire général du Benelux et donc qui salue les participants, les orateurs, et qui dit l'actuel article 350, c'est l'ancien article 233, est à mes yeux intéressant, mais question aux juristes, d'une certaine manière, n'est-il pas anti-intégrationniste, pour simplifier, presque un blanc-seing quand l'UEBL et le Benelux veulent aller plus vite ou dans une direction différente que l'UE? Nos trois pays peuvent invoquer cet article. Ainsi, nos pays donc peuvent s'affranchir du respect des traités de l'Union européenne. Je pense qu'il faut remettre cet article dans son contexte de 1957. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je vais rapidement répondre, oui, bonjour Alain, je connais très bien Alain de Meuser. En effet, oui, je crois, disons que lorsque j'ai parlé de l'article 233, c'est bien évidemment, je vais dire, quand on en a parlé en 1957. Mais il y a une raison fondamentale, je pense, pourquoi la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont voulu cet article à l'époque, c'est parce qu'on ne savait pas trop ce que ça allait donner que le marché commun. Je crois que tout le problème, à mon avis, il réside là-dedans. C'était un saut dans l'inconnu, finalement. Quand on y pense, 1945, sortie de la guerre, et puis il y a eu, je vais dire, quelque chose qui n'avait pratiquement jamais existé auparavant, avec l'impulsion de Gaulle, à Adenauer, de Gasperi, etc., d'aller créer quelque chose, finalement, qui était destiné à amener la paix, mais aussi, je vais dire, avoir des relations économiques. N'oublions pas la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier. Donc, je pense, pour moi, en quelque sorte, que même s'il faudrait sans doute faire des recherches dans les archives, mais cet article a été voulu par les trois pays parce qu'on ne savait pas trop bien ce que le marché commun allait donner de concret et d'éventuellement positif, je pense. Merci beaucoup. Il y a maintenant une question qui vise vraiment l'avenir et qui est la suivante. L'Angleterre, donc je suppose le Royaume-Uni, vient d'achever les travaux d'un hub pour les voitures volantes à Coventry, à Londres. Belux serait intéressé de créer le même type de hub, et si oui, où? À Liège, à Gosselies? Voilà, qu'est-ce que vous pensez des projets d'avenir, mais qui se projettent vraiment dans un futur lointain au niveau de l'UEBL? Allô? Oui, Oui, si vous permettez, mais très vite, je pense qu'il faut d'abord, j'espère franchement que quand les voitures vont commencer à voler, qu'on introduise des règles de trafic aérien au niveau européen, parce que je ne voudrais pas aller voler dans des régions frontalières. Alors, et je pense que plus sérieusement que dans un avenir proche, concentrons-nous d'abord sur les voitures électriques, les bornes de recharge, les voitures propulsées par l'hydrogène, etc., les voitures avec intelligence artificielle, etc. Ça, c'est déjà un grand pas
à franchir. Les voitures qui volent, on a encore le temps, je dirais. Oui, vous avez tout à fait raison. Et il y a une dernière question qui est liée au Brexit. Il y a une position commune de l'UEBL face au Brexit, notamment une synergie au niveau des places financières de Luxembourg et de la Belgique. Monsieur l'ambassadeur, je vois qu'on se regarde mutuellement. Je crois que c'est le genre de sujet, les dossiers européens, et le Brexit en fait partie, sont abordés de manière générale dans les enceintes de l'UEBL de temps en temps pour s'échanger, voir qui pense quoi, mais ce n'est pas stricto sensu une position UEBL qui est prise dans l'Union européenne sur ce genre de sujet. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a plus de questions. C'est le moment pour moi de remercier nos distingués orateurs qui ont accepté de partager leur vision sur le passé, le présent, l'avenir de l'UEBL avec nous, de remercier les participants à cette manifestation et bien entendu des partenaires qui ont permis à l'Europe directe de l'Université de Luxembourg d'organiser cette conférence consacrée au centenaire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Et pour le mot de la fin, permettez-moi de laisser la parole, ou plutôt l'écriture, à M. Alain de Muser, qui est des nôtres aujourd'hui et qui en 2014, lors d'un article scientifique qu'il avait publié dans la revue Outre-Terre, avait écrit: profitant de notre proximité, des valeurs communes que partagent nos deux pays, mais aussi du sens pratique et pragmatique qui est un de nos atouts pour leur trouver une réplique, voire une solution grâce aux symbioses de nos sociétés, grâce aux mécanismes éprouvés de notre collaboration dans le respect mutuel. Il y a donc fort à parier que le couple belgo-luxembourgeois puisse rester un modèle, un moteur et un précurseur en matière d'intégration plus poussée en Europe. Sur ce parole, je vous remercie encore une fois, orateurs et participants de cette réunion aujourd'hui autour du centenaire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, et je souhaite également vous inviter à nos prochains webinaires qui seront consacrés à l'émergence de la diplomatie luxembourgeoise d'après-guerre et également aux souvenirs d'ambassadeurs autour du développement de cette diplomatie luxembourgeoise dans les 40 dernières années. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite succès pour la suite. Merci. Merci. Merci bien.